Bonsoir les amis, bienvenue dans le club, édition spéciale, très spéciale même ce soir, avec comme invité bien sûr les héros de Kinshasa, le Raja de Casablanca, Juan Carlos Garrido, entraîneur du Raja. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. ¿Hacemos la entrevista en español o francés? Mejor en espagnol. Pero En français. en français. J'essayais de parler français correctement. Mais vous avez fait d'énormes progrès en français. Bien sûr, bienvenue pour cette première participation avec nous dans cette émission. Et félicitations et bravo. Avec nous également Ibrahima Niasse. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Et à travers vous, on salue tous nos téléspectateurs à Dakar et un petit peu partout en Afrique de l'Ouest. Le vice-président est parmi nous. Mehdi Bedreiti, bonsoir. Bonsoir Sijalal et merci pour l'invitation. On est très heureux d'être là. Et on est aussi très heureux que vous soyez là. Reda El Hadi, bonsoir. Salut les amis, quel grand plaisir de... Je suis particulièrement content ce soir pour faire cette émission. Évidemment que je suis content. J'ai juste un petit regret, c'est que mon ami Amin Rahmouni ne puisse pas partager ma journée. Eh ben, Amin Rahmouni, il manque ce soir donc à cette édition. Il est en arrêt maladie, Amin Rahmouni. Non, avec les baisses. Comment? Non. Non, il est en arrêt maladie. Vous voulez voir sa réaction? Amin Rahmouni, il est là. Voilà, il est là. Le pauvre Amin, il ne croit pas ses yeux. Le Raja qui gagne la Ligue des Champions et il ne pouvait pas participer à cette émission. Mais on le salue, Amin. Invité spécial aussi, certainement exceptionnel. Guest star de cette édition de Le Club, bien entendu. Celle par qui cette joie est arrivée, le trophée, la coupe de la CAF, la Confédération africaine de football. Bien sûr, avec tout ce beau monde, le trophée et les illustres invités, on va revenir sur cette épopée rajaoui et notamment, bien entendu, cette dernière escale congolaise. Mais on va revenir aussi sur le passé récent du Raja parce que cette victoire, peut-être, le Raja l'a puisé dans les moments difficiles qu'il a passés il y a quelques mois. Avant d'en débattre, on va d'abord, mes amis, revoir un petit peu ces moments forts, cette belle victoire, qualification, surtout ce sacre du Raja dans ce sujet de Julie Rosselin. 15 ans après son dernier sacre continental, le Raja dépoussière son palmarès. Largement supérieur à l'aller, 3-0, le Raja savait que le contexte allait être radicalement différent au retour, et il le fut. Les hommes de Juan Carlos Garrido, qui ont eu la bonne idée de marquer en première mi-temps à Kinshasa, avant de s'écrouler en seconde période. Victoire congolaise 3-1, insuffisante pour renverser la vapeur. Une équipe de football comme nous travaillons beaucoup pour gagner les matchs, pour gagner ce championnat. Nous avons travaillé beaucoup toute l'année. Cette compétition, c'est une compétition avec beaucoup de matchs, avec beaucoup de voyages, avec beaucoup de situations difficiles. L'équipe a travaillé bien pour gagner la compétition et c'est très joli de voir beaucoup de personnes contentes, heureux de l'équipe, fiers de l'équipe. التتويج الحمد لله ما جاش بواحد الصدفة، جا بواحد التعب. C'est une consécration qui ne vient pas par hasard. C'est un grand exploit, fruit d'un travail de longue haleine et qui fait aujourd'hui la joie des supporters marocains et rajaouis en particulier, qui attendent un titre continental depuis 15 ans. Ça a été dur à Kinshasa, mais l'essentiel, c'est de remporter le trophée. Nous sommes très heureux, c'est le résultat du travail de tout le monde. On a une bonne équipe qui, malgré les difficultés, continue de gagner la Coupe du Trône l'année dernière et aujourd'hui cette Coupe de la CAF. Le Raja s'adjuge donc son tout premier titre continental depuis 2003 et la victoire dans cette même épreuve avec la génération Abou Charouane, Aloudi, Bidodan et autres Mesloub, emmenés alors par le regretté Henri Michel. On est très heureux aujourd'hui après 4 jours compliqués. C'est un super résultat, le 5e titre continental pour le Raja. Les conditions étaient difficiles, mais les joueurs ont tenu bon et on a ramené ce trophée. Le Raja est le 2e club marocain à gagner un titre africain en 2 ans après le WAC l'année dernière en Ligue des Champions. Prochain rendez-vous, la finale de la Supercoupe d'Afrique face au vainqueur de cette Ligue des Champions, l'Espérance de Tunis. Avant de poursuivre, donc on va donner maintenant la parole à nos illustres invités. On va commencer par Juan Carlos Garrido. Juan Carlos, à quel moment du parcours du Raja vous vous êtes dit c'est possible de gagner cette Coupe de la CAF? Est-ce que d'abord, pour vous, c'était un objectif au départ? Je pense qu'un club comme Raja toujours
travaille pour gagner des trophées. Un club comme Raja toujours est demandé pour gagner des trophées. Je pense que notre public, c'est un public qui toujours demande que l'équipe gagne, que l'histoire de l'équipe, c'est une histoire avec beaucoup de trophées, beaucoup de victoires. Et je pense que qui travaille la Raja, l'entraîneur et les joueurs, doivent accepter que toujours se doit jouer pour gagner. Et dès les premiers jours que je suis ici, j'ai accepté l'idée que nous devons travailler pour gagner. Alors, ça ne doit être pas une surprise que nous gagnons un championnat. Nous devons mais au vu des conditions dans lesquelles était le club, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission, c'est pour ça que je pose cette question. Ouais, mais nous devons travailler toujours pour améliorer. C'est vrai que le club, il y a beaucoup d'années qu'il n'a gagné pas une compétition internationale. Ouais. C'est très joli. Je suis fier d'entrer dans l'histoire du club, moi et toute l'équipe, les joueurs, toutes les personnes qui travaillent chaque jour, parce que évidemment, pour gagner ce championnat, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. C'est besoin d'une organisation très importante. Et quand tu es un club comme Raja, tu connais que tu peux gagner. Alors, c'est pour ça que quand j'ai venu ici, au début quand je suis arrivé ici à Raja, c'est parce que je pense que ça peut gagner. Avec Raja, ça peut gagner des trophées. L'année dernière, ça a gagné la Coupe du Trône. Cette année de la CAF, c'est très joli. Une victoire comme ça, c'est très joli parce que la part plus importante de notre club, c'est le public. Le public, c'est très passionné, c'est très intense. Quand tu connais comment gérer la situation de cette pression, ça peut être négatif ou positif. Quand tu peux gérer cette pression pour être positif, c'est très joli gagner des trophées en cette situation. Je vais poser la même question à Ibrahima. Est-ce que peut-être le match, le tournoi n'a pas été un peu le match d'Inyemba et la manière avec laquelle vous avez géré ce match, et c'est là où vous dites peut-être ça y est, c'est possible, on peut aller jusqu'au bout? Non, je pense que c'est plus avant, parce que quand on se rappelle, le premier match qu'on a gagné cette année, c'était contre la SEC. C'était très très compliqué, très difficile. Ouais. Et quand on a passé ce cap-là, on s'est dit que bon. Après, on a reçu Aduna. Et après, quand on a gagné, là, on a compris que là, on pouvait faire quelque chose. C'est là où on a commencé à former un groupe et on a commencé à être solidaires, à se parler et à savoir que cette année, si on se concentre et qu'on fait bien le travail, on peut vraiment réussir. Voilà, une réussite aussi pour l'équipe première, le staff, les joueurs, mais aussi pour la toute nouvelle et toute jeune direction, jeune au sens propre comme au sens figuré. La direction du Raja de Casablanca m'a dit, Belriti, quand vous avez pris les rênes du club, votre club de cœur, la situation était, allez, on va dire juste, était très très compliquée pour rester poli. Est-ce que vous attendiez à ce que quelques mois après ce moment de gloire arrive? Alors effectivement, honnêtement, quand on est arrivé le 13 avril avec M. Aouzel dans le cadre de la commission provisoire, je pense que si quelqu'un avait dit que le Raja gagnerait la Coupe d'Afrique 6-7 mois plus tard, il aurait été pris pour un fou. Donc l'urgence le 13 avril, c'était d'abord de retrouver un climat de confiance avec le groupe de joueurs, avec l'entraîneur, et créer un cercle vertueux. Et c'est ce qu'on s'est attelé à faire. Et l'autre objectif, c'était d'essayer de finir la saison le mieux qu'on pouvait. Vous vous rappelez de la problématique du bus qui a été caillassé au retour de Watson, qui était un moment très difficile pour l'ensemble des joueurs. Et de rester vivant en Coupe d'Afrique en attendant le mercato pour avoir une équipe plus compétitive. Et je suis d'accord avec Ibrahima, je pense que le déclic, ça a été le premier match de retour le premier match de la saison. À la SEC, quand on a gagné 1-0. Juste après, il y a eu Aduna, la victoire ici. Ensuite, il y a eu le Hossima, on a gagné par un très large score. Et là, le cercle vertueux s'est mis en place, le public est arrivé, le soutien. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, le Raja est de nouveau champion d'Afrique. On est très heureux pour ça. Reda ? Ouais, moi je vais revenir sur la finale. La finale, la finale retour, c'était une vie, quoi. Une vie au cours de laquelle on a traversé toutes les émotions du monde. Enfin, moi, je parle comme un supporter, j'étais devant la télé. On a commencé par être impressionné par la verticalité du Raja qui était capable d'arriver très vite au but dès la 5e minute. On s'était un peu agacé par le fait que finalement, qu'il n'y ait qu'un seul but, alors qu'on avait l'impression que c'était très ouvert. En même temps, on a été soulagé de voir que Zniti sortait des occasions. Ça finit à 1-1 à première mi-temps. On se dit, c'est cool. Ça va, quoi, 1-1. Et là, là, on a eu une deuxième mi-temps. On a traversé toutes les étapes jusqu'à finir en apnée. Moi, j'ai envie de poser une question à Ibrahima. Dis-moi, sur le terrain, est-ce que vous avez senti qu'à un moment, ça pouvait mal tourner? Et
Si oui, tu peux me dire non. Mais si oui, comment vous êtes ressaisi? Parce que vous avez, vous avez réussi à vous réorganiser, alors qu'on a pris 2 buts très rapidement, et alors qu'on était quand même nombreux à voir l'autoroute vers la catastrophe. Quoi. Les abîmes. Est-ce que vous avez senti ça? Quoi? Non, mais moi, en fait, il faut voir que le match, même en deuxième mi-temps, quand tu regardes bien le match, ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué. Parce que nous, même quand ils nous attaquaient, on maîtrisait, on arrivait à les gérer, à les contenir. Ils ont, Anas, en deuxième période, je pense qu'il n'a pas fait d'arrêt. Je n'ai pas vu. Les 2 fois qu'ils ont frappé, ils ont marqué. Donc ça aussi, c'est une question de réussite. Donc c'est pour ça, moi, je n'avais pas peur. Parce que je vois quand même en deuxième mi-temps, quand on est rentré, on arrivait à les gérer et le public commençait à se retourner contre eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils passaient une passe en arrière, le public commençait à siffler. Donc c'est une question de réussite aussi en deuxième mi-temps. Parce qu'une équipe comme Vita Club, tu ne peux pas les empêcher d'avoir une occasion. C'est très, très difficile qu'ils n'ont pas d'occasion. C'est pour ça après, oui. Ce qu'on a senti, nous, et là je me retourne encore une fois vers Juan Carlos, justement cette deuxième mi-temps, une sorte d'effondrement un peu physique du Raja, c'est dû à quoi? À la pression, à la pelouse? Est-ce que vous-même, à un moment ou à un autre, après que Vita Club ait inscrit ce 3e but, vous avez douté? Je pense que dans un match de football, il y a beaucoup de situations imprévisibles, il y a beaucoup d'influences, beaucoup de situations qui ne sont pas contrôlables. Je pense que cette finale, il y a un premier point que nous avons une différence de 3-0. Ça, c'est très important. Quand a commencé le match, Vita Club a commencé à l'attaque, mais nous avons fait le premier but. Ça, c'est plus distance pour Vita et pour nous. Avec le 0-1, je pense que notre équipe pense que l'éliminatoire c'est déjà gagné et Vita pense que c'est impossible. Malheureusement, le but de la finale du premier temps ouvre la possibilité, mais comme a dit Ibra, le deuxième mi-temps, Vita a fait 2 chances claires de but. La reste sont attaque, mais notre équipe connaît qu'elle doit travailler à la défensive. Mais c'est vrai que quand il a fait le 3e but... mais il y a quand même cette fébrilité, on va dire, mentale. Non, mentale non, parce que l'équipe a travaillé dur, l'équipe doit gagner, il a gagné. Alors quand une équipe a gagné un championnat, il y a une fortalesse mentale, parce que le résultat que nous besoin, c'est ça, nous avons fait le résultat que nous besoin. Mais c'est clair que quand il a fait le 3e but, l'alerte dans l'équipe, je pense que les dernières minutes, l'équipe a travaillé plus à niveau défensif, même à la dernière minute avec Koulhas, que c'est un joueur avec beaucoup de jeux de tête et personnalité dans le groupe. Je pense qu'en ce moment, l'équipe a fermé le but. Le problème, c'est quand tu penses que tu espères qu'il n'y a pas de difficulté dans un match. Alors, si tu espères qu'il n'y a pas de difficulté dans un match, quand il y a difficulté, tu es surpris. Mais j'espère qu'il y a la difficulté. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit sur le terrain? C'était quoi le... ça parlait un peu? Si, on s'est parlé. À un moment donné, quand on a pris le 2e but, on a parlé directement à Badr, on a dit, écoute, il faut se calmer, il faut rester calme. Mais comme l'a dit le coach, le problème qu'on avait, c'est qu'on arrivait à les contenir, mais devant aussi, les attaquants, ils ont trop donné. À un moment donné, ils étaient fatigués, ils ont trop donné. Parce que le terrain aussi, c'est pas facile. Au bord des crampes. Parce qu'en premier mi-temps, quand tu remarques, tous les ballons dans la pression, dans les contre-attaques, et tu dois savoir qu'un match comme ça, il y a beaucoup de stress. C'est possible que le principal facteur de la fatigue, c'est le stress. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas bien ou qui sont très... Alors, cet stress, ça doit gérer. Et là, je reviens vers vous, Mehdi Belriti, mais je ne m'adresse pas au vice-président, je m'adresse aux supporters. Comment tu as vécu ce dernier quart d'heure du Raja Casablanca? Honnêtement, le stress a commencé après le 3-0 de l'aller. Parce que, bien que la logique faisait qu'avec 3-0, il fallait vraiment qu'il y ait une catastrophe pour qu'on ne gagne pas cette coupe. Mais ne pas la gagner aurait été un drame. Donc ça a augmenté cette tension. Ce score, exact. Ça a augmenté ce stress. Et pour être honnête, en tant que supporter, et je pense qu'on l'a tous vécu, à 3-1, on voyait défiler le mauvais scénario. Et je trouve que les joueurs ont très bien réagi, ont parlé. C'est incroyable parce que quand je vois entre votre réaction et celle de tout le monde, on voyait venir la catastrophe. Pas Juan Carlos.
Je pense que era très difficile la catastrophe. Après un 3-0, avec une équipe qui travaille bien, c'est possible que l'escenario, comme ça. Mais je te dis que la différence, c'est que possiblement, j'espère qu'il y a difficulté dans le match. Alors pour moi, je ne suis pas surpris s'il y a la difficulté. Vous préparez. Vous préparez au problème. Parce que je connais qu'il y a un bon adversaire, qu'il y a un scénario difficile, qu'il y a une compétition. Mais si tu espères que c'est une victoire 0-3, alors quand tu perds 2-1, tu es... Mais je pense que l'équipe a géré bien le match. C'est la visualisation, en fait, quand tu commences à visualiser la catastrophe. Mais tu sais que quand tout le monde pense qu'on va prendre un but... Comme Juan Carlos est acteur, donc je pense qu'il n'a même pas le temps de visualiser, lui. Il est en train de parce que je sais que nous devons travailler les matchs. Je ne pense pas en les résultats. Je pense que nous devons travailler les matchs. Je pense que nous devons travailler bien à niveau défensif, bien à niveau offensif. Les premières mi-temps, nous avons fait les buts. Les buts font une grande différence. Alors, l'équipe a travaillé bien le contre-attaque, a travaillé bien la part défensive. Et cette but fait beaucoup de différence, mais comme toujours dit, l'influence dans les matchs, il y a beaucoup de situations imprévisibles. Cette but, c'est possible que c'est contre nous, parce que l'équipe dit que c'est fini, vite à continuer, mais finalement, je pense que l'équipe a fait bien. Est-ce qu'on peut savoir, non, parce que je sais que... Oui, non, juste, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question par rapport à la retransmission qu'on a tous regardée. On avait un manque d'informations par rapport aux tensions qu'on a vues entre vous-même et l'arbitre. Vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est passé au retour des vestiaires, une petite altercation? Ce que ça y est, c'est que l'arbitre est juste avec nous et qu'il n'y a pas la pression du public, il y a beaucoup de personnes qui, même dans les vestiaires ou quand il y a le terrain, il y a de l'agression, il veut mettre la pression et ce que ça y est, c'est que l'arbitre c'est juste et non aller avec la pression de l'équipe locale. Mais il y a beaucoup de situations, je pense que tu as beaucoup d'anecdotes, qu'il y a situations... Mais là, le coup d'envoi a été retardé de plusieurs minutes, c'est important. Quand nous sommes pour partir de le vestiaire à la deuxième mi-temps, il y a personne qui a fait d'agression à moi, à staff. Alors, je connais que ça c'est ce que Vita Club veut faire, cette pression, que c'est d'ordre le terrain. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, c'est concentrer dans le terrain et finalement, ça fait bien. On va aller du côté de Paris retrouver notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud. Hervé, bonsoir. Hervé qui revient lui aussi sur cette consécration du Raja et il évoque aussi, bien sûr, là où le Raja puise sa force, c'est forcément dans son public. Salut Hervé. Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors d'abord, il faut féliciter évidemment le Raja pour cette magnifique performance, parce que remporter cette Coupe de la CAF, fallait le faire surtout chez les Congolais qui étaient revanchards, des Congolais qui voulaient absolument s'imposer et qui avaient perdu 3-0 à l'aller. Alors le déroulement du match, magnifique pour l'équipe du Raja, magnifique, je veux dire, avec la pression, ce qui prouve qu'il y a eu un état d'esprit, une qualité, parce qu'on ne gagnait pas comme ça sans la qualité. Je trouvais d'ailleurs que la finale de C3 était plus belle que la finale de la C1. Et puis, ces 20 dernières minutes, il a fallu résister. C'est ce qu'a fait le Raja. Bravo, costaud. Et puis, dès le début, on a sorti une équipe qui a voulu jouer. Et ça, c'était important. On ne pas se contenter simplement de défendre, même s'il y avait la pression des joueurs congolais. Pour le Raja, c'est magnifique. Parce que c'est quand même la preuve qu'on peut être en difficulté. On sait que le club a eu quelques tourments, a dû revenir à des choses un peu plus basiques. Et quand on a une bonne formation, qu'on arrive à créer des joueurs de haut niveau, là on le voit, là, il y a quasiment 10 joueurs qui ont joué l'aller-retour, qui sont des jeunes du club, et ben ça prouve qu'on peut toujours s'en sortir. Après, il faut trouver la bonne voie, les bons entraîneurs, les bons encadreurs. Garrido, par exemple, pour l'équipe A, c'était parfait. Les bons dirigeants. Et puis on arrive sur une bonne voie à s'en sortir. Et puis avec, il ne faut surtout pas l'oublier, un public hors norme, parce que quand vous avez le public du Raja, ce qui prouve qu'un club, c'est aussi tout ça, ce sont des structures, des bases solides et des supporters. Et pour le coup, le Raja peut dire aussi merci à tous ces supporters qui sont sortis dans la rue, et on les comprend après la victoire. Voilà, les supporters. Hervé insiste beaucoup sur les supporters Mediobriti. C'est magnifique, cette force que donnent les supporters de ce club à tout moment, même ce qui est vraiment, franchement, pas nouveau, mais en tout cas dans les moments les plus compliqués, ils étaient encore là. Alors, honnêtement, c'est sans populisme ni rien du tout, c'est l'actif numéro 1 du club. Ouais. Sans ces supporters-là, on n'aurait pas été ici aujourd'hui. Ils ont suivi le club pendant la tourmente. Ils l'ont suivi au moment où il y avait le début de la reconstruction. Ils étaient là à tous les matchs. Ils ont contribué financièrement à la sortie de crise du club. Nous avons augmenté les prix des billets. Ils ont suivi ce mouvement-là. Et honnêtement, on ne peut être que reconnaissant à ce public. Et
on lui dédie cette victoire parce que c'est pas le 12e joueur. Pour moi, c'était le premier joueur de cette compétition. Juan Carlos, tu interagis beaucoup avec le public, avec les supporters, que ce soit dans le stade, que ce soit même dans les réseaux sociaux, ce qui est nouveau d'ailleurs. Que représente pour toi cet apport du public du Raja de Casablanca? J'ai déjà dit beaucoup de fois, et c'est la vérité, je pense la même chose. Le public de Raja de Casablanca, c'est la part principale de l'équipe. Ouais. Et il y a cette public te peut faire la pression, ouais. S'il y a personne qui sent la pression, mais je pense que cette pression, pour moi, c'est positif, parce que jouer avec cette passion, c'est très important. Le public de Raja, je pense que c'est la part principale du club. C'est clair que dans notre stade, la passion qu'il y a, c'est très important pour ouais. Nous. Dans cette finale, le match à Casablanca, je pense que c'est très important la victoire de 3-0. Ouais. Et ce match, je pense que l'équipe aussi a travaillé très bien parce que je pense que ce match, Vita Club, ils pensent qu'ils sont favoris. Ouais. Et notre équipe a pris bien l'opportunité, a pris l'opportunité de gagner ce match. Et ce match aussi, c'est clé. Et la deuxième part aussi, la mentalité de l'équipe en Afrique de savoir que de visitant se doit faire, se doit marquer, se ouais. Doit gagner. Parce que si tu à la compétition africaine, tu penses que de visitant tu ne peux pas gagner, tu es perdu. Alors à l'extérieur, tu dois faire but, tu dois aller ouais. Pour gagner, et ça fait en chaque match. D'ailleurs, ce but marqué à l'extérieur a été décisif. On l'a vu. J'ai une toute petite question qui n'a rien à voir avec le football. C'est quand la dernière fois que tu as été au cinéma, Ibrahima? C'était décembre passé, je pense. C'était en Angleterre. J'étais parti voir mon frère. En Angleterre. Ouais. Eh ben, je vais te montrer des images dans une salle de cinéma. Je suis sûr qu'en Angleterre, ce n'était pas la même chose. On regarde. Quoi le film demande Juan Carlos Garrido. Voyage au bout de l'enfer, répond Reda Al-Lali. Moi, je ne connais pas le monsieur, mais le patron de la salle Rialto, ouais. Soit il est rajaoui, soit c'est quelqu'un. Soit il est rajaoui. Soit il est très courageux. Soit il est très courageux, le monsieur. Les amis, c'est la fin de cette première partie du club. On se retrouve dans un très très court instant pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Club, votre rendez-vous hebdomadaire avec le football au Maroc, au Maghreb, en Afrique, en Europe et dans le monde. Le foot un petit peu partout. On va commencer par notre région. Le Maroc donc était annoncé comme le recours idéal pour organiser la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. L'été prochain, problème, il ne sera pas candidat. L'Égypte et l'Afrique du Sud le sont, eux, verdict le 9 janvier prochain. Et puis, parmi les autres sujets du soir, l'histoire qui se répète pour José Mourinho, le charismatique entraîneur portugais incapable de durer plus de 3 ans à la tête des plus grands clubs européens. Il a quitté avec effet immédiat Manchester United, c'est ce qu'a annoncé hier le club mancunien. Provocateur, un peu arrogant, clivant, mais multititré. José Mourinho, bien entendu, a écumé les plus grands clubs d'Europe et remporté 2 ligues des champions, mais sans management, sans concession, ses plans de jeu minimalistes ou alors ses problèmes récurrents finissent avec les joueurs par user les vestiaires. Et sa magie semble aujourd'hui s'essioler avec les années. On reviendra bien entendu également sur le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe avec bien entendu 3 chocs qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Atlético Madrid contre la Juventus Turin, le choc Griezmann contre Cristiano Ronaldo.
Il y a aussi Bayern de Munich contre Liverpool, sans oublier le Paris Saint-Germain contre Manchester United. À mes côtés ce soir, l'équipe du club au grand complet. À ma droite, Amin Rahmouni. Salut Amin. Bonsoir Janel, bonsoir tout le monde. Ce soir, je suis très sobre dans ma présentation. Fallait pas s'inquiéter. J'ai bien vu. À ma gauche, est-ce qu'on va le réveiller lui? Non, je ne sais pas. Je suis réveillé. On a regardé le match de l'Agen ensemble. Ça l'a traumatisé. Je sais pas. Mais du tout. Le Wydad a gagné aussi. Oui, mais ça ne m'a pas mis de mauvaise humeur. Mais lui, par contre, il est grognon. Allez, bonsoir. Salut les amis. Alors on va, bien sûr, on a un menu très riche ce soir. On ne va pas parler ni du Wydad ni du Raja, on va parler du Maroc. Et on va commencer justement par cette CAN 2019 et cette quête d'un remplaçant au Cameroun qui se poursuit. Le Maroc n'est pas intéressé, on l'a dit. La CAF va devoir maintenant choisir entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Verdict le 9 janvier prochain à Dakar. Je vous laisse avec ce sujet. Le Maroc était annoncé comme le recours idéal pour organiser la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes l'été prochain. Problème, il ne sera pas candidat. À 7 mois du tournoi élargi, déjà retiré au Cameroun, la quête d'un remplaçant se poursuit. Le 30 novembre, la Confédération africaine de football a retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun en raison de retard dans les travaux d'infrastructure et d'une situation fragile sur le plan sécuritaire. Le Maroc se présentait alors comme le plan B naturel. Seulement voilà, la déclaration mercredi du ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, Rachid Taleb El Alami, a jeté un froid. Le Maroc, candidat déçu à l'organisation du Mondial 2026, ne tentera pas le coup. Il s'agit là de la position officielle du Maroc et je parle au nom du Royaume du Maroc et du gouvernement. Le Maroc ne va pas présenter sa candidature pour accueillir cette CAN 2019. Même si le Maroc ne s'est jamais officiellement positionné pour remplacer le Cameroun, tout portait à croire que cette CAN allait être récupérée par le Maroc qui a déjà servi de plan B pour la CAF lors du CHAN organisé en début d'année. Pour beaucoup d'observateurs et de spécialistes du football africain, tout cela n'était qu'une stratégie pour offrir l'organisation de cette CAN sur un plateau au Maroc. Oui, une décision de cette importance, organiser une compétition de ce calibre en moins de 6 mois, nous mettra dans une situation de précipitation dont on peut se passer. La gestion professionnelle de la chose sportive requiert une stratégie, une planification, comme ça a été le cas quand on a été candidat à l'organisation du mondial, quand on avait 8 ans pour se préparer. Le Maroc est certes prêt à abriter une telle manifestation, ce n'est pas là le souci, mais c'est une décision politique et souveraine du gouvernement marocain de ne pas être candidat à organiser cette CAN. Qui a dorénavant les reins assez solides pour récupérer l'organisation de cette CAN XXL? L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux seuls candidats. Le pays hôte de la CAN prévue du 15 juin au 13 juillet sera connu le 9 janvier. Voilà donc ce sujet, cette décision du Maroc, on a eu l'occasion d'en parler très rapidement mercredi dernier. Maintenant qu'on a un peu absorbé cette information, on a eu aussi quelques explications de part et d'autre. On a 2 candidats parce qu'il y avait cette date butoir de vendredi dernier. Est-ce que vous comprenez cette décision, Amine? Oui, enfin, déjà je vais commencer par dire que je suis moyennement convaincu par l'explication du ministre quand il parle de décision précipitée. Si éventuellement on s'était porté candidat, moi je ne pense pas qu'on puisse parler de précipitation pour un événement qui a quand même lieu dans 7 mois. Sachant qu'aujourd'hui les infrastructures on les a, bref, et même l'organisation, on a organisé un CHAN qui s'est parfaitement déroulé. Donc décision précipitée, j'y crois. Sauf que là on parle de 24. Bien sûr, mais on peut faire. On peut faire. Voilà, les terrains sont là. Mais il dit qu'on peut faire. Hein. Non, mais il ne dit pas qu'on est incapable de le faire. Non, il dit que ça aurait été une décision précipitée. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne explication. Maintenant, je pense effectivement, et là, quitte à reprendre ce qu'on disait la semaine dernière, autant je pense que c'est un peu dommage sportivement de ne pas accueillir une nouvelle CAN après celle de 88, parce que c'est une belle fête de football africain et c'est peut-être plus facile de la gagner quand on l'organise chez soi. L'histoire l'a prouvé notamment en Afrique du Nord, quand la seule fois où l'Algérie l'a gagné, je crois que c'était en 90, c'était 10 en Algérie. Qu'il avait en Algérie, la Tunisie 2004, donc effectivement ça aurait été un bon petit coup de pouce.
mais peut-être stratégiquement, vis-à-vis de cette image qu'on a aujourd'hui de pays aujourd'hui qui veut faire même bas sur le foot, en Afrique en tout cas, je pense que c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Voilà, c'est un choix, comme dit ici, un choix souverain. On respecte, mais bon, même si, encore une fois, je répète, je trouve que le coup ça serait trop précipité, j'y crois moyen, quoi. Reda, plutôt une décision, en tout cas, qui prend en considération on va dire, des intérêts géopolitiques plutôt que sportifs. Je ne vois pas l'intérêt géopolitique enfin, je ne sais pas, après je ne suis pas spécialiste en géopolitique, mais bon, déjà, d'un point de vue sportif, évidemment, beaucoup de regrets, parce qu'il y a un débat au Maroc sur l'intérêt de porter candidat à l'organisation d'une Coupe du Monde. Il y a des gens qui ont des arguments pour, contre, mais il y a un débat sain. Par contre, la Coupe d'Afrique, il n'y a pas de débat. Tout le monde a envie de la faire, c'est facile. Pas beaucoup de stades, les villes sont prêtes. C'est vraiment dommage. Après, il nous dit qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est difficile à commenter, cette histoire, parce qu'effectivement, on ne s'est jamais présenté. Parce qu'en l'occurrence, le Cameroun n'était pas, désisté ou n'avait pas été dessaisi. Donc c'est difficile de faire campagne. Mais il y avait une volonté politique, en tout cas dans le monde du foot marocain. Voilà. Qu'aujourd'hui, c'est là un petit peu le bas blesse. On le sait, on est dans ce monde. C'est là où on se dit peut-être. Alors on n'a pas été. On peut juste. Il y a eu une petite phrase. On va quand même rappeler que nous devions organiser une CAN il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, en 2017. Voilà. En 2015. En 2015. Même qu'en 88, voilà. D'ailleurs, on est venu en soutien d'un pays qui s'est désisté. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on entend qu'il n'y avait pas de volonté politique, c'est le gouvernement qui parle, mais dans le monde du foot, y compris à la fédération, il y avait une volonté politique, il y avait une volonté de l'organiser. Oui. Bon, il y a eu Reda, une compétition comme la Coupe du Monde, comme la CAN, ce n'est pas la fédération qui l'organise, c'est l'État. Oui. Bon, c'est la fédération qui l'organise, mais en tout cas, c'est l'État qui paye. Et ça doit être l'explication du bug, d'ailleurs. Moi, mon regret est d'autant plus intense qu'on parle de la première compétition à 24 qui va avoir lieu en juin 2019 où il ne se passe rien. Je pense que la CAN va prendre une nouvelle dimension parce qu'elle est décalée dans le temps, elle est plus importante et il ne se passe pas grand-chose d'autre. Il n'y aura pas d'euro. Il va y avoir les Jeux panafricains au Maroc. Bon, écoute, tu me raconteras. Tu me raconteras les Jeux panafricains. Tu me dis, il ne se passe rien à la Copa América. Il y a les Jeux panafricains. Ça va faire le même impact quand ils sont passés à 16 équipes. Les yeux du monde braqués sur le foot. Les yeux du foot braqués sur le Maroc. Moi, Marocain de la quarantaine, j'ai déjà vu 2 Coupes d'Afrique en Égypte. Je vais partir en voir une 3e. Là. Ils l'ont gagné en plus les 2 premières. Je me rappelle très bien 86 que l'Égypte a gagné. Et je me rappelle très bien de 2006 que l'Égypte a gagné contre la Côte d'Ivoire. Bon, une 3e, ça, voilà, je trouve ça un petit peu indigeste. Je ne comprends pas très bien le bug qu'il y a eu entre le monde du foot et le monde, Après, l'explication. Tout simplement, je le dis, je ne sais pas pourquoi ils sont pas bien. Moi, honnêtement, parce que Reda dit une chose qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs du foot la voyaient au Maroc. Et la voulaient au Maroc. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous sortir l'explication qu'ils veulent. Tout le monde la voulait au Maroc, c'est une grande fête du football. Il a raison, tous les yeux du foot mondial vont être braqués en ce mois de juin sur le Maroc si on l'avait organisé. Maintenant, je suis désolé, cette équipe, cette organisation, aujourd'hui, elle serait beaucoup mieux passée, je pense, ce désistement, en tout cas, parce que moi, je vois ça comme un désistement, si on nous l'avait expliqué. Et c'est là où moi, j'ai un problème, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la seule raison qui vaille un petit peu, c'est de pas justement donner cette impression de vouloir tout prendre en Afrique. Pour moi, honnêtement... Et d'être un peu trop ambitieux. Est-ce que ce n'est pas là l'erreur? Parce que je pense que... Mais c'est la seule que je vois, honnêtement, parce que le coup de la précipitation, j'y crois pas. Le coup de pas prêt, j'y crois pas du tout. Mais à un moment, il y a eu un consensus dans les médias, en tout cas les médias qui suivent le football africain, un consensus sur l'idée que le Maroc... On faisait trop. Le Maroc veut tout faire. Le Maroc, avec le monsieur qu'on voit juste derrière nous, Ahmed, qui a été même qualifié par Pape Diouf de marionnette entre les mains des Marocains. C'est peut-être ça qu'on a voulu éviter aussi. Je pense pas. C'est ce que je veux dire. En prenant cette décision. Moi aussi, je trouve que c'est la seule décision. Effectivement. Je ne pense pas sincèrement que le gouvernement soit intéressé par ça, mais bon, peut-être, soit. Ce qui me dérange, c'est qu'on raconte toujours la fin du film, mais on oublie le début. J'ignore quel sombre dessein nourrissait la CAF quand elle est passée à 24 équipes, alors que la Coupe d'Afrique était déjà attribuée au Cameroun. Donc, première erreur. 3 Coupes d'Afrique. Voilà, première erreur. La gonfler alors qu'elle a attribué. L'erreur du Cameroun de l'accepter
pour finalement se retrouver exister. Pour faire taire le Cameroun, on donne celle d'après. On énerve la Côte d'Ivoire qui va au TAS. Tout ça pourquoi? Pour avoir, je finis, une Coupe d'Afrique à 24 qui est une usine à gaz. Parce qu'on a beau ne pas vouloir l'organiser, il va y avoir à moyen terme très peu de candidats. Très peu de candidats. Regardez aujourd'hui, on se retrouve avec les éternels. Il faut 6 sites. Voilà, 6 villes, 6 stades. Il faut et c'est vraiment. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils sont passés à 24. Mais je n'ai pas l'impression qu'à terme, ça soit une solution viable pour tourner en dehors des 5 ou 6 mêmes qui sont les éternels qui veulent s'investir, c'est-à-dire l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc s'il veut bien, l'Algérie, la Tunisie, pourquoi pas. Mais il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 10. Et avec une CAN tous les 2 ans, ça va très vite faire le tour. Amine? Oui, je pense qu'il a tout dit, c'est ça. Mais beaucoup de regrets. Après, pour parler de cette CAN à 24 qui fait pas l'unanimité, effectivement, certains disent ça permet à des pays comme Madagascar, à des pays comme la Mauritanie de sortir de l'ombre des poids. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que le prix à payer est trop élevé parce que à force de vouloir faire trop de CAN, trop d'équipes, on va tuer la CAN et on va tuer... C'est exactement la même problématique qu'a connue l'Euro, avec effectivement un passage à davantage d'équipes. On a vu des poules où effectivement il y avait un troisième meilleur... le Portugal d'ailleurs qui gagne l'Euro est un troisième meilleur de poule. Voilà, donc avec des matchs de qualité moindre. Mais moi je pense pas, je pense qu'aujourd'hui que cette CAN à 16 était trop limitative. Je pense qu'à 24, ça pourrait donner de bons matchs parce que bon, voilà, il y a quand même pas mal d'équipes qui auraient mérité d'y être. Pour moi, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat, c'est ce que dit Reda, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, le seul bémol qu'on mettrait à ce passage à 24, c'est qu'effectivement, on n'est pas beaucoup de pays africains capables de l'organiser. On parle quand même d'un Cameroun qui a été défaillant. On parle quand même du Cameroun, qui est quand même une puissance footballistique africaine historique. Qui a été mis devant le fait accompli en milieu du monde. Mais c'est le Cameroun. On va quand même rappeler le Cameroun, c'est Roger Milla, Mamba X, c'est une Coupe du Monde, c'est Samuel Eto'o. Non, on parle d'un ancien Cameroun qui a battu l'Argentine en match d'ouverture de Coupe du Monde 90, si je ne m'abuse. Donc c'est une puissance footballistique qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'organiser cette CAN. Donc quid d'autres pays aujourd'hui, quand ils seront, eux, candidats, et qui verront que peut-être 6 sites, 6 stades, ça ne sera pas possible. Donc c'est le seul bémol qu'on mettrait justement à ce passage à 24. Après, l'avantage qu'avait le Maroc, il faut bien comprendre que par rapport à la Coupe du Monde, les quantités de population qui se déplacent sont beaucoup plus légères. Mais on a un avantage. Moi, j'avais discuté avec... Mais tout le monde est grognon avec cette histoire, je te promets. Y compris les agences de voyage. Il y avait moyen d'organiser des voyages, y compris d'Europe, pour les diasporas africaines. Il y avait moyen de faire vivre 6 sites, mais facilement. Déjà, au Maroc, il y a une grosse diaspora africaine aujourd'hui et de plus en plus. Moi, j'ai un très beau souvenir d'un Sénégal-Côte d'Ivoire joué à Casablanca. Parce que le Sénégal parce que le Sénégal était suspendu. Vraiment, enfin, moi, en tout cas, ça m'aurait fait plaisir. C'est le match où on découvre Mané. Qui rentre en deuxième mi-temps, il joue à Salzbourg à l'époque. C'est vraiment... Enfin, moi, je ne comprends pas ce nombre de concertation. En fait, en résumé, pour moi, cette histoire-là, c'est un manque de... Je ne crois pas que le Maroc ait reculé pour ne pas avoir l'air de dominer trop l'Afrique. Je pense qu'à un moment, devant l'urgence, il fallait y aller. Il fallait assumer ce rôle dans lequel on s'est positionné et plutôt bien. Et je pense qu'il y a un problème une concertation entre le monde du foot et le monde politique, enfin le gouvernement, disons, hors foot. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait une carte à jouer et une génération qui va se terminer avec une CAN à domicile. Bon, là, je peux vous annoncer dès maintenant que l'Égypte a gagné la CAN 2019. Si jamais elle organise. Oui, alors si elle organise, ils vont la gagner. Et même en Afrique du Sud, ils vont la gagner. C'est vrai, c'est comme ça. Non, mais pour revenir au Maroc, on s'est toujours, en tout cas, plaint du fait que le Maroc n'était pas bien représenté dans les instances sportives, footballistiques, surtout par exemple continentales. Le Maroc n'avait pas de membres dans le comité exécutif de la CAF depuis Saïd Belkhayat, avec un passage furtif. Et puis là, et là, il faut vraiment aussi le dire, on a quelqu'un qui est en train de structurer, qu'on l'aime pas, Vozir Tja, il est en train de structurer le football marocain. Il fait un travail exceptionnel. Je peux me permettre de dire ça puisque j'ai eu d'énormes problèmes avec le monsieur au début de son mandat. Et j'ai aucune gêne à dire qu'il fait aujourd'hui des choses bien, qu'il défend le Maroc. Mais est-ce qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir un peu trop fait, que
la CAF, que Ahmed montrait trop son envie de vouloir donner cette Coupe d'Afrique au Maroc. Moi, j'ai suivi des émissions, notamment en France, sur Radio France Internationale, où tout le monde était unanime. C'était l'ogre marocain veut tout chipper. Il a pris le CHAN, il gagne la Ligue des Champions, la Coupe de la CAF. Maintenant, on veut tout faire. Même mise sur le football africain. C'est cette image qui avait. plus efficace. Et va enlever Reda, et je te donne la parole, à un supporter des Lions indomptables du Cameroun, si jamais le Maroc prenait cette Coupe d'Afrique, que c'était pas du tout. Toute cette histoire était un complot pour priver les Camerounais d'abriter la Coupe du Monde. La seule fois où le Maroc s'est prononcé sur cette Coupe d'Afrique des Nations, 2019, et j'étais présent, c'était lors du symposium du football africain, c'était un point de presse organisé à la va-vite entre le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Rja, et le président de la Fédération camerounaise, pour dire vite que le Maroc soutient cette candidature et que le Maroc ne voulait pas de cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, ce qui me dérange dans ce que tu dis, tu as raison, et c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que tu mélanges deux choses. Et c'est vrai qu'elles doivent être mélangées, et c'est dérangeant qu'elles doivent être mélangées. Hein. Minimum. Non, c'est pas ça. C'est que d'un côté, oui, on a un retour dans les instances, et on a un positionnement. On part de loin, parce que rappelez-vous qu'on avait planté la CAF lors de l'histoire d'Ebola en 2015. C'est pas rien, c'est ce qu'on a fait. C'est 2 mois avant. On parlait de suspension, il a fallu aller au TAS, ça s'est arrangé. On part de très loin, et on arrive très haut. Mais dans ce que tu dis, tu mélanges deux choses. Tu mélanges une position dans les instances qui fait que, oui, on a organisé le CHAN, oui, on aurait pu avoir la CAN, et tu mélanges le sportif. Le sportif, c'est les Marocains sont qualifiés à la Coupe du Monde, le WAC a gagné la Ligue des Champions, le Raja a gagné la Coupe de la CAF. Et pour toi, tu as la naïveté de penser que le sportif n'a aucun rapport avec... C'est ça pour moi le sous-développement, il est là. Il est là, mais c'est vrai. Qu'on voit Gassama se pointer à chaque match d'équipe nationale, on voit plus de pénalty contre nous. Ça fait 5 ans que plus personne ne siffle de pénaux contre les Marocains, équipe nationale ou aucun club. Si, il y a eu un pénalty contre Tanger vendredi. Ils n'ont pas encore le statut, ils n'ont pas encore la carte. Non, mais c'est ça ce qui est dérangeant. Oui. C'est vrai, oui, c'est vrai. On l'a vu. On voit bien que globalement, on est devenu l'Égypte des années 90. La Tunisie des années 2000. Voilà. Ouais, on est devenu ça. Moi, sincèrement, moralement, ça me dérange un peu. Parce que j'ai pris trop de temps à détester ces équipes pour aimer la nôtre si elle se mettait à leur ressembler. Voilà, ça, c'est juste ma position. Tu vois, j'ai passé trop de temps à invectiver Tarji en 99 ou l'Égypte en 2000, ou l'Égypte en 86 ou la Tunisie en 2004, voilà, tu vois, pour être cela. Mais on est devenu cela. Ouais. Il faut qu'on le dise, on est devenu cela. Et il est là le sous-développement. Il est quand tu dis, on est revenu dans les instances, on commence à gagner sur le terrain. C'est triste, c'est vraiment même sinistre pour le foot africain, mais c'est pas faux, quoi. Amine. Ouais, moi, j'ai un peu de mal avec ce que vient de dire la dame, parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est qu'un juste rappel des choses. C'est l'avantage quand tu n'as pas de morale, quoi. Voilà, oui, peut-être. Ça te libère. Voilà, peut-être. Mais bon, moi, j'en ai tellement souffert, effectivement, tout comme toi. Donc, pour moi, ce n'est qu'un juste rappel des choses, et c'est qu'un jeu d'influence et de pouvoir aujourd'hui. Très honnêtement, je me félicite qu'on ait beaucoup plus d'influence et de pouvoir qu'on en avait encore juste 10 ans. Et tout comme Jalel, je pense qu'aujourd'hui... Toi, tu serais prêt à mettre Gassama dans les 22 Marocains. Pardon? Dans la liste des convoqués. Oh, c'est quand même étonnant. C'est le premier arbitre au monde dont le nom est scandé dans les travées d'un stade. C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Honnêtement, moi, je trouve ça très, très drôle, dans le sens où, bon, voilà, on est devenu comme ça. Et quand Jalel tout à l'heure disait que partout dans la presse européenne, on dit qu'aujourd'hui, nous avons la même mise, moi, je trouve qu'encore plus efficace que la presse européenne, c'est notre autodérision. Quand effectivement on parle de Gassama de partout, quand on parle d'un Maroc-Cameroun tout récemment avec des scandales d'arbitrage, qu'on le veuille ou pas, oui, ben c'est comme ça et c'est comme ça partout. Moi ça ne me dérange pas et c'est pour ça, je trouve que à l'aune. Comme ça en Afrique. Oui, enfin quand je dis partout, c'est pas parce que. Ouais, mais Reda, on fait partie de ce continent. On aspire quand même à le critiquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'aune de tout ce débat qu'on a depuis tout à l'heure, quand je passe tout ça dans un mixeur ou un tamis, il me reste juste l'explication d'elle. Donc on n'a pas été à la CAN. Ouais. C'est la seule explication qui vaille. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Il faut le dire très clairement. Les raisons invoquées par le ministre sont bancales, très honnêtement. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Il n'a pas donné de raison. Non, il a expliqué qu'aujourd'hui, il fallait une politique, une stratégie, parce que sinon, ça serait de la précipitation. Mais tout le monde va se précipiter vu qu'il y a une nouvelle. Oui, voilà. Mais nous, tu parles là, comme on réfléchit beaucoup, on veut y aller piano. Je n'ai pas senti beaucoup de réflexion avant nos autres. On est le pays qui a demandé plus de Coupe du Monde que de Cannes. Ouais. Je ne sais pas, à chaque fois, il y a eu. Je veux dire, si vous nous avez demandé de la prendre fin mai pour mi-juin, je veux bien parler de précipitation. Et encore,
Là, on est quand même mi-décembre pour juin prochain et on l'attribue en janvier. Il y a quand même deux pays candidats. Donc, aucune précipitation. Je pense qu'aujourd'hui, on a voulu juste un peu tordre le cou à cette histoire dont Jalal parle, que ce soit à l'international, de cette même mise marocaine sur le foot africain, et même au niveau local avec le bien nommé Gassama, dont on ne remerciera jamais assez les bons et loyaux services. C'est la responsabilité de ton amoralité. Voilà. Donc, Amine et Reda, il y a 2 pays qui sont candidats à cette Coupe d'Afrique des Nations, avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Quel est le favori pour vous? Sincèrement, je n'ai pas d'idée. À mon avis, en termes d'infrastructure, c'est l'Afrique du Sud. Oui, et en même temps, il y a en termes de populaire, l'Égypte. C'est un petit peu derrière nous, mais il y a ce doute sur l'Égypte et toutes les difficultés qu'ils ont eues à maintenir un championnat et des supporters, etc., après toutes les catastrophes qu'ils ont traversées. Mais ça serait peut-être une très bonne occasion pour l'Égypte de se montrer un petit peu sous un autre visage tourner la page. L'écran idéal au meilleur joueur de sa génération africain, Mohamed Salah. C'est une belle histoire à raconter. Ouais, c'est l'écran pour ce la CAN. Moi, je n'ai pas été en Afrique du Sud, mais par contre, je connaissais plein de monde qui avait été. Et les échos, au niveau sportif même, n'étaient pas exceptionnels. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation, en termes d'infrastructure, c'est du très très haut niveau. Maintenant, effectivement, même par rapport pour un pays de rugby, au niveau de la ferveur, ce n'était pas véritablement ça, quoi. Donc aujourd'hui, s'il y avait un choix à faire, peut-être pas avoir un favori, mais s'il y avait un choix, déjà, proximité. On le sent même dans les mais clubs, aussi, les clubs marocains. Effectivement. Le WAC et le Raja sont tombés. Parlons de Païra. On voit bien que c'est pas... Voilà, il n'y a pas de pression, quoi. Tu vas jouer tranquillement ton match devant des tribunes à moitié vides. Et il y a aussi... et 24 équipes dit beaucoup plus de matchs que les 16 initialement prévus. Donc effectivement, il vaut mieux les avoir en Égypte avec une plus grosse ferveur que les avoir en Afrique. Maintenant, si tu nous invites à la Coupe d'Afrique, moi j'irais bien en Afrique du Sud parce que sincèrement, l'Égypte, je connais déjà. Mais ça sera l'hiver en est Afrique du Sud. On mettra des pulls. Il y a aussi, rapidement, il reste 2 minutes les amis, l'autre souci pour la CAF, c'est d'abord la CAN 2019 et puis les prochaines. Alors la CAN 2019, ça se jouera entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Il y a 21 qu'on a plus ou moins attribué au Cameroun, mais la Côte d'Ivoire dit non, hors de question, plus que grand. Et même Ahmed est revenu un petit peu sur sa décision, on n'a encore rien décidé. 23. La Guinée, ils disent non, la Guinée, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas de dossier, ils n'ont jamais été candidats. Non, mais sérieusement. Ça commence. Franchement, la CAF est en train de se blatériser. Comment? De se blatériser. Ah non, c'est pire. De se berdéliser. De se berdéliser. Voilà, exactement. Non, moi je veux bien que Ahmed soit un ami du Maroc et nous aide beaucoup apparemment sur le terrain comme en dehors. Tu le veux par rapport à ta moralité douteuse ou Non, mais là sérieusement, le travail qui est en train d'être fait, c'est grotesque, quoi. C'est un spectacle grotesque. Ça n'existe pas, ça n'existe plus que chez nous. Et tu ne peux pas imaginer un euro qui 6 mois avant change de pays. Tu peux pas imaginer qu'on attribue Cotas, la moitié des affaires concernent des boutons-là et l'autre des affaires africaines, parce qu'on n'est pas capable de se fixer sur ce genre de décision. Dans tous les pays, tu as Rio, est-ce que Rio va être prêt, est-ce que pour les JO, machin, etc. Mais ça se dénoue toujours. Et chez nous, ça se termine dans le mur. Moi, je trouve que Ahmed, malgré tout le bien qu'il nous fait, là, sincèrement, sur ce côté-là, il n'est pas en train de se distinguer au niveau de son travail à la CAF. Sachant l'importance de la Coupe d'Afrique des Nations pour le football africain, ça représente, je pense, plus de 80% des ressources du football africain. Il y a juste une autre information, parce que de toute façon, on parle de cette CAN 2019, mais sachez les amis que les 3 dernières éditions de la CAN n'ont pas été organisées par le pays désigné a priori prévu pour abriter cette Coupe d'Afrique. Je me rappelle 2015 en tout cas nous, parce que on était le fameux... il y avait la Libye avant. Ebola, effectivement. Mais j'ai quand même l'impression que Reda a raison sur un point. On commence quand même à regretter un peu Issa Hayatou, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas souvenir de délire comme ça, effectivement. Alors maintenant, non, mais il faut dire qu'il y avait des calques qui étaient délocalisés. Après, c'est mécanique, juste. Mais mécaniquement, quand on a aussi un président qui est d'obédience particulière vis-à-vis d'un pays, fatalement, il va desservir d'autres. C'est mécanique. Merci beaucoup, les amis. C'est la fin de cette édition de Club. Merci à toute l'équipe. Adriss Tba, notre réalisateur. On va se retrouver tous ensemble, Inch'Allah, la semaine prochaine.